Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE TV, le sommaire. Le député Atao Renouho retourne en prison pour au moins 2 mois encore. L'audience qui s'est ouverte au tribunal de première instance de première classe de Cotonou ce matin, relative à l'affaire des faux médicaments, a été reportée au 9 octobre prochain. Plusieurs dossiers inscrits auront ce jour au cours de l'audience publique à la Cour constitutionnelle. Cette assise a été présidée par Joseph Tchogbenou. Le glyphosate, cet herbicide très utilisé dans la culture du coton béninois, suscite plusieurs inquiétudes du nord au sud du Bénin. Ceci depuis la condamnation de Monsanto, le géant de l'agrochimie, aux États-Unis dans une affaire de cancer lymphatique en phase terminale. Le parlementaire Renouho n'a pas recouvré la liberté ce jour, comme le souhaitaient ses avocats. L'audience attendue relative au dossier faux médicaments a été purement et simplement renvoyée au 9 octobre 2018. En détention provisoire, le député retourne en prison pour 2 mois. Il faut préciser que le chef d'accusation sur l'incitation à la violence sur les forces de sécurité publique a été abandonné. Maître Alfred Bokovo, avocat du parlementaire Atao Renouho, demande des débats contradictoires. Il s'explique. On a 2 procès. Le premier procès est relatif aux faits prétendus de violence et voies de fait, de rébellion simple. Ce dossier, alors que les avocats de la défense n'était pas dans la salle, et alors même que le 7 août dernier, c'est le ministère public qui a demandé la comparution de la hiérarchie militaire, de la hiérarchie policière, a pris le dossier en l'absence des avocats, et au moment où je réapparais dans la salle, on m'a demandé de plaider que le ministère public a déjà requis 24 mois fermes contre mon client. Je me suis insurgé contre ce comportement que j'ai qualifié de parodie de justice, que je ne plaiderai pas le dossier dans ces conditions, ou à défaut je me déconstituerai et je laisserai la justice faire comme elle le souhaite. Sur mon insistance, et mon insistance est que je veux des débats contradictoires. Il ne faut pas faire de procès expéditifs. Les procès expéditifs sont le propre des régimes totalitaires et dictatoriaux, et moi je suis contre. Ce dossier a été renvoyé au 9 août pour plaidoirie. J'attends d'aviser sur la position. Le 9 octobre, j'aviserai sur ma position. Par rapport au deuxième dossier, qui concerne la fraude douanière, il a été question d'écouter le représentant du laboratoire New Sesames au Bénin. Ce représentant a été entendu, il a amplement déposé, il a montré que les médicaments, les produits qui arrivent à un exportateur, qui est Aura Pharma, sous le couvert de New Sesames, et que ça arrive au Bénin au nom de Camé et de Ubfar. Il a également dit, ça a été sans être contredit, que le laboratoire New Sesames est locataire des immeubles de Mohamed Atao Renouho, et que de la même façon, sur chacun des magasins, il y a toujours la plaque de New Sesames. Je n'ai pas, en raison de l'importance du dossier, accepté plaider ce dossier également. J'ai sollicité un renvoi au 9 octobre pour les plaidoiries, parce qu'il est important que la défense prenne du recul, analyse bien le dossier avant
de dire ses positions par rapport à la question de droit qui est posée. Enfin, nous avons demandé l'évacuation sanitaire. Il y a un rapport médical circonstancié qui le justifie. Cependant, le juge n'a pas cru devoir accéder à notre demande. Le dossier, il a rejeté la demande d'autoriser M. Atahu Renouho pour aller recevoir des soins. J'ai dit. Passons à une autre juridiction. Les sages de la Cour constitutionnelle ont tenu l'audience publique hebdomadaire ce mardi matin. Parmi les dossiers étudiés, il y a celui relatif au recours formé par les requérants Sévère Ronginou et Rose Yimansou contre le chef de l'État et le ministre de l'Économie et des Finances pour violation de la Constitution. Suivez le conseiller Fassassi Moustapha. Synthèse des prétentions et moyens. Les requérants se plaignent de ce que, par lettre circulaire numéro 3938 MEF TC CVO RAP SP du 1er décembre 2016, le ministre de l'Économie et des Finances fait obligation à tous les directeurs des affaires financières et les directeurs de la programmation et de la prospective des ministères, des institutions de l'État, des entreprises publiques, des agences et offices publics de se rapprocher de la cellule des voyages officiels CVO pour toute opération d'acquisition des titres de transport. Ils estiment que, ce faisant, le ministre dépouille les institutions de prérogatives qui leur sont dévolues, soit par une loi, soit par un règlement, au moyen d'une simple lettre au profit du CVO. Selon eux, la dite lettre doit être déclarée contraire à la Constitution, ainsi que le communiqué du Conseil des ministres numéro 13 PRSGGM du 22 juillet et l'arrêté numéro 3482 0MEF TC SSGM 4 SP du 20 octobre 2016, dont elle se réfère motif pris de ce qu'elle transgresse la hiérarchie des normes. En réponse, le ministre de l'Économie et des Finances affirme que les institutions de la République ne sont pas concernées par la mesure objet de la requête sous examen, avant de faire observer que les actes querellés ne comportent pas des dispositions du caractère impératif susceptible de contraindre les institutions de la République à se soumettre à une information du pouvoir exécutif. Il précise qu'il s'agit en réalité de simples modalités organisationnelles décidées par le gouvernement et qui visent la prise en charge efficiente des dépenses publiques liées aux agences, aux voyages officiels de discussion. Au terme de l'article 54 alinéa 1 de la Constitution, le président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. Il détermine et conduit la politique de la nation. Il exerce le pouvoir exécutif. Il dispose de l'administration. Ce texte confère au chef
du gouverneur le pouvoir d'organiser l'administration à l'effet de conduire son action et de satisfaire les intérêts légitimes des populations, apprécier la pertinence et l'opportunité des mesures qu'il prend à cette fin, à l'exception du contrôle de la gestion administrative ou financière par les organes compétents excède la compétence de la haute juridiction. Il y a lieu de dire qu'elle n'est pas compétente. Recommandation, le rapporteur propose de la Restons dans les locaux de la Cour constitutionnelle. Le requérant Moustapha Biokine a saisi la Cour par une requête. Soupçonné dans une affaire de vol de numéraire, il déclare avoir entre autres subi des sévices corporels de la part d'un agent de la police et demande à la Cour la restitution de ses biens matériels. Des précisions avec le président de la Cour constitutionnelle. D'abord, les sévices corporels et les traitements dégradants et inhumains. Au terme de l'article 18, alinéa 1 de la Constitution, nul ne sera soumis à la torture ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Monsieur Moustapha Biokine, en déclarant avoir subi des coups lors de son arrestation, n'en rapporte pas la preuve pour permettre à la Cour d'apprécier. Par contre, il affirme avoir été contraint à laver une voiture dans la cour du commissariat et à se mettre à moitié nu pour être placé en garde à vue avec des femmes, que sur opposition de celle-ci, il a été conduit au commissariat central où il a été gardé à vue, que dans ses observations, l'inspecteur Jamal Din Amandou n'a pas contesté ces faits. Ces traitements auxquels Biokine Moustapha a été soumis sont humiliants et dégradants au sens de l'article 18, alinéa 1er de la Constitution. Sur votre garde à vue, l'article 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples énonce, citation, « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminées par la loi. En particulier, nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement. » Par ailleurs, les articles 34 et 35 de la Constitution énoncent respectivement que tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter en toutes circonstances la Constitution et l'ordre constitutionnel établi, ainsi que les lois et règlements de la République. Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun. On relève du dossier que M. Moustapha Biokine a été arrêté et gardé à vue dans le cadre d'une procédure judiciaire. Dès lors, son arrestation et sa garde à vue ne sont pas arbitraires et ne constituent pas une violation de la Constitution. Par contre, il résulte de la fiche de prolongation de garde à vue du 6 février 2018 que, contrairement aux délégations de l'officier de police judiciaire, aux déclarations de l'officier de police judiciaire, M. Din Amandou, la prolongation de garde à vue n'a pas été accordée par le procureur de la République. Que malgré le refus du magistrat, sur ordre de l'inspecteur, M. Moustapha Biokine a été gardé à vue du 6 février 2018 à 16 h au 7 février 2018 à 20h08, comme l'indique l'extrait du registre main courante. Il n'a été remis en liberté que plus de 24 heures plus tard. Cette garde à vue est arbitraire et constitue une violation de l'article 6 précité de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Par ailleurs, le fait pour l'inspecteur de police Jamal Din Amandou de garder à vue pendant plus de 24 heures le requérant
malgré l'ordre donné par le procureur de la République de le mettre sous convocation et donc de le laisser libre de ses mouvements, constitue une violation des articles 34 et 35 de la Constitution. Il y a donc lieu de dire et de juger que Djamaldine Amadou a violé la Constitution. La demande du requérant tend en réalité à faire intervenir la Cour dans une procédure de restitution de biens saisis qui ressortit de la compétence des juridictions de droit commun. La Cour juge de la constitutionnalité de la loi et des violations des droits humains ne saurait donc en connaître. Il y a lieu de se déclarer incompétente. Et donc le rapporteur, M. Fassassi Moustapha, propose à la Cour d'abord de joindre les deux recours et de statuer dans le sens indiqué. En avril 2018, 500 000 litres de glyphosate ont été réceptionnés sur 900 000 litres attendus pour la campagne cotonnière 2018-2019 au Bénin. Cet herbicide très prisé dans l'agriculture au Bénin constitue-t-il un danger pour la santé des populations? L'interrogation reste entière lorsqu'on sait que le 10 août dernier, un tribunal de la Californie a condamné le géant des herbicides, l'américain Monsanto. Il doit verser 289 millions de dollars au jardinier Dwayne Johnson, qui est à la phase terminale d'un cancer occasionné par le glyphosate, le principe actif du Roundup. Ce procès suscite des inquiétudes chez les Béninois. Il crée en effet une jurisprudence en ce qui concerne la dangerosité de ce produit qui est également utilisé au Bénin. Les maraîchers et les agriculteurs béninois ont-ils quelque chose à craindre? René Segbenou, le président de l'ONG Tinoukou, initiateur du cours régional sur l'agroécologie pour l'Afrique francophone, résume la situation. Il est au micro de Karl Kitomé et Jeff Terungue. Le Roundup est utilisé au Bénin. Le Roundup, même des gens sont venus, vous voyez mon petit jardin, là, les gens sont venus me proposer ici pour désherber, ici là, ils sont venus me proposer le Roundup. Mais je les ai chassés, moi. Ça veut dire qu'ils font ça dans des maisons. Ce qui est encore plus grave. Dans les maisons, il y a les enfants. Et tout le monde circule. Et on va répandre le Roundup là. Nous avons rencontré des paysans qui nous ont dit que le Roundup, c'est leur garçon pour désherber. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a le problème de la main-d'œuvre en milieu. Ce qui rend encore la situation plus grave en Afrique, j'allais dire au Bénin, c'est que tout ça, ça s'utilise comme les produits normaux. Quand vous allez en Europe, le jardinier là, qui est malade aux États-Unis, si vous allez voir au moment où il utilise, il pulvérise le Roundup, il doit être habillé conformément à ce qui est prescrit. Et malgré ça, vous voyez que lui, il a inhalé et il a eu le cancer. Et il est en phase terminale, comme on a dit. Voyez. Imaginez, chez nous ici, les gens qui pulvérisent ces produits-là, ils le font comme moi je suis habillé là. Et même parfois pire. Et ils ne portent rien. Et parfois même, ils les utilisent dans le mauvais sens du vent. Ouais, parce que c'est même prescrit que quand vous devez l'utiliser, vous le devez dans le bon sens pour que cela ne vous revienne pas dessus. Mais les gens pulvérisent comme ça. Et après, nous avons eu à discuter avec les maraîchers. Mais quand vous utilisez ces produits-là, qu'est-ce que vous ressentez? Mais ils ont dit différentes sortes de maladies, des choses qu'ils ressentent, au moins de malaise qu'ils ressentent. Et il y en a qui disent, bon, c'est comment on devient, comment on appelle ça, c'est la démangeaison, ou bien parfois ils ne dorment pas, et bon, des maux de tête. Voilà. Et ils savent que ce n'est pas bon.
Les écureuils juniors ont été éliminés le dimanche dernier par les Blacks Satellites du Ghana au dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique Junior Niger 2019. Pendant cette campagne qualificative, l'équipe a été dirigée par un trio d'entraîneurs béninois. Il s'agit du sélectionneur Valère Wandinou et de son assistant Bruno Goudjor et de Rachad Chitou, entraîneur des gardiens de but. Après l'élimination de l'équipe, les férus du cuir rond sont divisés sur la responsabilité de l'encadrement technique dans cet échec, comme c'est souvent le cas dans le monde du football. Narcisse Alossé, journaliste sportif et team media officer de l'équipe, apprécie le travail abattu par le staff en 5 mois. Ce que moi je pense, c'est d'abord des gens qui ont fait preuve de patriotisme. Et patriotisme parce que on les a appelés pour une mission. Ils auraient pu demander à ce que certains préalables soient satisfaits avant de commencer, c'est-à-dire avoir un contrat en bonne et due forme. Mais ils ne l'ont pas attendu. Ils ont sauté sur l'occasion pour montrer leur fibre patriotique. Et ils l'ont fait avec dextérité. D'ailleurs, ceux qui constituent cet encadrement technique, c'est des gens qui s'y connaissent en la matière. D'abord, le principal a côtoyé de grands techniciens en Afrique et a même soulevé la Coupe d'Afrique des Nations une fois. Donc, c'est déjà une référence. Et puis, son adjoint a déjà fait ses classes au niveau des sélections nationales. Il a aussi fait sa classe au niveau des clubs ici, on a vu. Tout comme l'entraîneur des gardiens de but, qui est aussi entraîneur de clubs de l'élite au Bénin. Donc c'est des gens qui s'y connaissent et qui ont essayé, c'est vrai, dans un groupe de personnes, il y a toujours des problèmes, mais qui ont essayé de privilégier ce qui les unit au détriment, bien sûr, de ce qui peut les diviser. Ils ont réussi à faire pour eux et aujourd'hui, le Bénin ne sort pas de cette compétition avec une humiliation. Bien au contraire, le Bénin est sorti avec des points positifs. On a eu à poser des problèmes au Ghana. Et en termes de contenu de jeu, je crois que le Bénin n'a pas été ridicule. Et si on a pu marquer ces points, c'est grâce à l'encadrement technique. En termes de souhaits pour la suite, nous connaissons la maladie congénitale en matière de gestion du football au Bénin. C'est que juste au lendemain des compétitions, les joueurs sont laissés à eux-mêmes. Il n'y a pas de suivi. Ce que moi je voudrais demander, c'est déjà une transition entre deux générations, celle des juniors et des seniors. Cette équipe peut être reconduite. D'abord, il y a un tremplin, le tournoi de l'UEMOA en novembre prochain. Ce sera un tremplin pour eux de se préparer et passer bien sûr à la classe supérieure, c'est-à-dire la classe de l'équipe olympique des moins de 23 ans, pour pouvoir constituer un réservoir à l'avenir pour le 11 national. Donc à mon avis, c'est un groupe qu'il ne faut pas laisser à lui-même. Justement, à propos de l'équipe nationale senior du Bénin, elle se déplace le 9 septembre prochain à Lomé pour affronter les éperviers du Togo. C'est dans le cadre de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2019. Le sélectionneur togolais Claude Leroy a déjà publié la liste des joueurs sélectionnés pour cette rencontre, alors que le Bénin vient d'officialiser le retour du technicien français Michel Dussuet, 8 ans après son limogeage. Cette situation suscite diverses réactions dans le monde du football béninois. Suivez les points de vue de Benoît Rwandja, journaliste à la radio nationale, et de René José Sagbo, directeur du site jpsportbenin.com. C'est dans l'ensemble une situation regrettable. Regrettable dans la mesure déjà où nous, quand je dis nous, en fait je parle de la fédération, du ministère, ceux qui devaient nous trouver un coach à temps. Nous ayons perdu du temps depuis décembre jusqu'à tout récemment où Michel Dussuet a été officiellement
présenté comme le coach de l'équipe senior du Bénin. C'est d'autant plus regrettable que le coach aujourd'hui doit forcément mettre le temps à profit pour... C'est vrai que c'est quelqu'un qui connaissait les joueurs, mais ce n'est pas toujours les mêmes. Il y a eu entre-temps quelques nouveaux, donc il doit mettre quelques périodes d'observation pour savoir qui est en forme, qui n'est pas en forme. Malheureusement, ce match de deuxième journée est tombé au mauvais moment où les championnats européens, pour la plupart, reprennent mi-août. Donc ces joueurs ne seront libérés probablement que vers fin août, pratiquement début septembre pour certains. Ce match, à mon avis, on est toujours passionné, c'est vrai, mais devait être comme un match d'essai pour les Béninois. C'est vrai qu'on est déjà en pleine compétition et que chaque point compte. Mais le match du Togo, non seulement c'est un match en déplacement, mais c'est un match de reconnaissance et pour les joueurs et pour le coach. Donc un match qui risque d'être difficile pour les Béninois. Le fait que le coach togolais ait déjà communiqué sa liste ne devait pas être une surprise, parce qu'il n'est pas nommé hier. Il est là, ça fait un temps, il a fait un temps avec ses joueurs. Il sait à peu près ces joueurs-là qui sont en forme. C'est déjà une liste de joueurs qui peuvent être considérés comme des acquis. Donc il a rappelé ceux-là. Parce que j'ai rappelé le contexte tout à l'heure de début de championnat. C'est difficile déjà de savoir qui est en forme et qui n'est pas en forme. Donc on va mettre les 2 semaines là pour voir le comportement de ces joueurs béninois là. On a la chance que ceux qui sont en D2, notamment au niveau de la France, aient déjà commencé. Donc nous n'allons pas focaliser toutes les attentions sur le match de Lomé. Nous allons plutôt prier pour que les joueurs appelés viennent à temps, que le regroupement puisse se faire avec le plein de sérieux possible et que les joueurs aillent vraiment limiter les dégâts à Lomé. Cette rencontre du 9 septembre s'annonce très difficile pour la sélection nationale, et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, la forme actuelle des internationaux béninois et surtout des joueurs locaux, puisque le Bénin n'a plus de compétition pratiquement depuis décembre. Et c'est là la grosse inquiétude, loin d'abord du gros retard qu'on a eu pour enregistrer le nouvel entraîneur Michel Dussuyer. Alors qu'on se chamaillait, il avait des appels au niveau de la presse pour la nomination d'un sélectionneur, alors qu'on aurait pu mettre en place des entraîneurs intérimaires pour travailler les locaux. Du côté du Togo, nous avons eu Claude Leroy, qui a organisé, avec l'accord du chef de l'État togolais, une grosse séance de détection dans tout le Togo entier, des tournois par-ci par-là, et aujourd'hui, voilà, depuis pratiquement le 7 août, 34 présélectionnés, et tenez-vous bien, avec 2 binationaux, un certain Samuel Asamoah, qui joue du côté de Saint-Tron en Belgique, un milieu défensif, et un Togolais qui évolue au Cameroun, James Olafode Adewole, voilà, qui joue au Cameroun au New Star Football Club. Et en dehors de ça, nous avons les habitués de la sélection, Floyaite, Atakura Adewale et bien sûr Emmanuel Adebayo. Et vous voyez bien que cette liste apporte un grand renfort à ce technicien bien connu sur le plan africain et qui attend de pied ferme les écueils à Lomé. Et une autre donnée, c'est que Michel Dussuyer, dans un passé récent, alors qu'il était toujours entraîneur de cette sélection A, avait opté par priorité pour les internationaux qui jouent en division d'élite, Ligue 1 premier et championnat de première division. Alors aujourd'hui, il faut qu'on se pose la question, combien sont en jambes, combien évoluent, quelle serait maintenant sa tactique à moins d'1 mois? C'est la grosse interrogation. Il sera obligé de faire avec des joueurs qui ne sont pas forcément en forme et une majorité qui se retrouve en division nationale, 1 ou 2. Voilà la grosse interrogation.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèles à ESAE Télévision. Bonne fête de l'Assomption à toutes et à tous.